Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lorry, qui content? Qu'est-ce qui casse la potion? Ils mettent quoi dedans? Vous connaissez bien, ça on y va tous les étés. Je voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Deuxième épisode en confinement, et donc deuxième hors-série, on continue de parler des 12 commandements de l'animation. Toujours avec Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, écoute. Aujourd'hui on a un invité, et il s'agit de Romain qui se joint à nous. Bonjour Romain, ça va? Bonjour Jean, bonjour Robin. Bonjour Romain, bonjour Jean. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Romain? Ça va être chiant, Robin. Ok, on va trouver un truc. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, notamment ton métier? Eh bien voilà, je m'appelle Romain Dur, je suis prévis layout artiste depuis une dizaine d'années maintenant, et je suis à Montréal pour l'instant, et tout va bien avec le confinement. Tu peux expliquer rapidement pour les auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est un prévis layout artiste? En fait, bah voilà, c'est comme le nom l'indique, ça regroupe deux corps de métier, parce qu'il y a le layout et d'un autre côté il y a la prévise, et donc je fais les deux, mais effectivement dans les boîtes on a des fois juste du layout ou juste de la prévise, donc voilà, le layout après va encore différer si on travaille sur de l'animation ou si on travaille sur du VFX. Ok, est-ce que tu peux expliquer le layout, c'est ce qui va nous intéresser notamment je pense aujourd'hui. Qu'est-ce que le layout? Pour les gens qui connaissent rien du tout. Qui connaissait rien du tout, alors plutôt parce qu'on parle d'animation aujourd'hui. Oui. Le layout, c'est l'étape justement où on met en place, on vérifie, on reçoit tous les personnages du modeling, tous les décors, et on commence à travailler, on a les storyboards, et on met en place tout ça, voilà. Et on met en place, on définit le rythme, les mouvements de caméra, les cadrages. Et justement, quand on travaille sur de l'animation, on pense aux animateurs. Donc on fait en sorte de mettre en place tout ça comme il faut pour que les animateurs puissent récupérer les scènes après. T'es juste le département avant l'animation en fait. Voilà, et c'est un département qui est très important pour ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le principe d'animation qui s'appelle le staging, et on parlera ensuite du principe qui s'appelle l'anticipation. Juste avant de commencer, je vais vous juste une petite note sur YouTube, on va rajouter un petit son comme ceci. Voilà, pour vous avertir quand il y a un support visuel à ce qu'on raconte. On l'avait pas fait dans la vidéo précédente et on s'est rendu compte que ça pouvait être compliqué de rester focus sur la vidéo alors qu'il n'y a rien qui se passe visuellement. Donc quand il y a une animation, des extraits de films, vous entendrez ce son, comme ça vous saurez que hop, il faut retourner sur YouTube et arrêter de travailler. Sans plus tarder, je pense qu'on va commencer directement avec le staging. Est-ce que quelqu'un veut définir le staging en animation? Alors c'est parti, le staging, c'est la façon de mettre en scène une idée, et ça doit être absolument et immanquablement clair et précis. Ça veut dire qu'on ne doit pas se poser des questions pendant 30 secondes, l'audience doit comprendre directement ce qui doit se passer pour ne pas perdre l'audience en fait, et que ce soit le plus clair et raconter l'histoire. L'art de guider l'œil du spectateur en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est là où le layout est hyper important, justement. C'est ça. Et c'est là qu'en fait on va commencer à mélanger beaucoup de choses tout ensemble pour que ça puisse donner un sens. Donc forcément le timing, donc de l'animation dont on a parlé dans l'épisode précédent, l'acting du personnage, donc la façon dont il va jouer la scène pour que ça nous indique et que ça nous raconte l'histoire le mieux possible, et donc forcément l'angle de caméra, sa position et comment le personnage ou l'objet est placé dans le décor pour nous permettre de comprendre l'histoire. Justement, en parlant de caméra, j'aimerais parler un peu de cadrage. Qu'est-ce que ça va être ta démarche pour essayer de mettre en valeur ce qui se passe dans la scène, l'histoire, Romain? Eh bien si, justement, on définit nos cadrages. On définit nos cadrages. Ouais, pour une majorité des productions, on va parler vraiment d'un gros studio classique, mais pour une majorité, donc il y a toujours un storyboard, une petite animatique 2D en général. Mm-hmm. Et donc des fois, on a une idée, il nous donne une idée de voilà ce que devrait être le cadrage. Parce que des fois tous les storyboards ne se valent pas, enfin toutes les animatiques ne se valent pas, et puis quand ils ont le temps de faire quelque chose de bien ou quand ils n'ont pas le temps. Donc c'est notre travail, justement, il y a l'aspect cinématographique qui rentre en jeu, et donc on met ça en place comme il faut, avec une intention bien définie, et puis nous après voilà, en termes d'anime, on pense à ça. Et ça nous arrive des fois sur certains cadrages de dire bah là j'ai laissé un peu plus d'espace comme ça, je l'ai cadré comme ça, mais j'ai laissé un petit peu plus d'espace quand même, par exemple sur la gauche, parce que je sais que l'animateur, il va pouvoir faire son anime de telle manière.
C'est pas souvent comme ça, mais ça arrive de temps en temps. Donc tu es en train de nous dire que comparé à un réalisateur qui va tourner en live avec des vrais acteurs, qui va choisir lui-même sa caméra, sa focale et son placement, là en gros le réalisateur te donne un peu la main là-dessus et tu as une liberté artistique qui va valider ou non après, mais tu as quand même ton mot à dire là-dedans, c'est ça ? Oui, on est après en fonction de ton niveau et compagnie. Ouais, quoi. bien sûr. Et du coup, c'est vrai que le staging, je crois que c'est un des principes de l'animation que personnellement, moi, je le trouve le plus flou parce que ça peut être plein de choses en fait. Et les cadrages, c'est un des premiers trucs. Quoi. En fait, c'est à la fois le cadrage, c'est le placement des personnages dans l'image. Mais c'est un classique qu'on a souvent entendu ou qu'on a vu souvent sur des films d'anime. C'est il y a un principe globalement, ce qui se dit, c'est que les animateurs ont tendance à filmer leur animation. Oui. Mais il y a aucune intention de cadrage cinématographique ou quoi, ou de connexion avec le shot d'avant ou le shot d'après. Et donc c'est pour ça que nous on est là pour. C'est ça. Souvent quand on est animateur, tu vois souvent ça à la sortie des écoles dans les démos. Quand t'as un acting, tu veux vraiment un acting où il y a, et moi je l'ai fait, où t'as ton perso qui est cadré. Il est un peu tir gauche, tir droit, machin, en fonction de là où il regarde. Et c'est tout. Il y a rien. Et il y a pas de suite, de plan, de quoi que ce soit. En fait. Mais par contre, après intervient l'autre petite étape de final layout, où justement, en fait, des fois, on a fait un premier cadrage, on a fait une première animation de caméra, c'est plus ou moins clean déjà, quand même. Mm-hmm. L'animation se fait, et après, en général, il arrive qu'on ait quand même un petit touche de final layout à refaire. Ouais, mais c'est là, par exemple, que vous faites un peu l'effet, par exemple, de caméra tenue à la main, ou ce genre de truc, des petits tremblements comme ça qui donnent un petit peu de vie à la caméra aussi, non ? Oui, par exemple, mais ça, c'est pas souvent. C'est pas parce que c'est une grosse erreur aussi cinématographique, d'un point de vue technique, où beaucoup de gens pensent que ça y est, il y a un shake cam, ça fait réel. Non, pas forcément. Et beaucoup de films d'animation aujourd'hui n'ont pas forcément de shake cam, d'ailleurs. On peut avoir des points de vue, mais c'est pas forcé. En fait, le staging, c'est assez flou dans le sens où quand tu commences, déjà, tu dois te focaliser sur comprendre comment ça fonctionne l'animation, et on te rajoute un principe qui en engrange plein d'autres autour de lui, parce que le staging, pour moi, au-delà de juste l'animation, le timing, l'acting et tout ça, ça implique dans une image finale l'éclairage, la façon dont, parce que la lumière raconte aussi une histoire, donc en fait, c'est vraiment dirigé à 100%. En fait, c'est ça, c'est que tu dois être en contrôle à 100% de où est-ce que ton audience va poser ses yeux. Et du coup, c'est très important de savoir où est-ce que tu vas la faire regarder. Donc, quand t'es animateur, il faut bien faire attention à animer le personnage, le héros, et ne pas aller faire des mouvements à côté ou d'autres personnages qui bougent en fioriture, parce que ça va attirer le regard et potentiellement on va perdre le héros de l'histoire, et donc on va pas comprendre ce qui se passe. Donc, quand on a des persos souvent en dialogue ou ce genre de truc, on va faire parler le personnage qu'on a envie que les gens regardent, et l'autre il va être en réception. Ça veut pas dire qu'il va pas bouger ou qu'il va mourir. On va juste essayer de le faire bouger, mais quand on est dans un dialogue et qu'on écoute, souvent on est juste statique et on fait des hochements de tête, ce genre de truc. Et en fait, c'est ça, c'est que ça n'attire pas vraiment le regard, puisqu'on va vraiment être concentré sur la personne qui parle. Tu disais par exemple justement avant les plans qui s'interconnectent les uns avec les autres. Il y a un exemple de ça dans les premiers Indestructibles, lorsque ils vont faire le casse de la bijouterie, qui veulent essayer de réparer, de faire le casse de la bijouterie et qui ça prend feu et tout ça. Ils boivent un verre d'eau et en fait d'un plan à l'autre, l'œil est toujours au même endroit. Même endroit sur le verre d'eau. Ouais, c'est ça. Super. C'est super bien pensé. Pixar, ils sont vraiment des génies de ça. Pixar, je sais pas, Brad Bird surtout. Oui, Brad Bird. Mais après, dans un autre Pixar, par exemple, il y a là-haut. Toute la séquence, donc après la première séquence là qui est complètement dramatique, on arrive donc au présent où il a perdu sa femme, et en fait il y a un plan là où il est au bord du lit, lui il est dans l'ombre alors que la lumière elle tape sur le lit là où il y avait sa femme qui n'est plus là. Le plan est divisé en deux avec d'un côté des cadres carrés et de l'autre côté des cadres circulaires, vraiment qui rappellent la forme de la femme qui était beaucoup plus circulaire, beaucoup plus ronde, et lui beaucoup plus carré. Et il y a tout ce truc là, donc c'est un staging qui est super impressionnant parce que ça raconte beaucoup de trucs et en une image inconsciemment. Et puis il se sert de plusieurs aspects. Il se sert du posing des personnages, mais il se sert aussi, comme tu dis, du character design avec les côtés carrés, ronds, donc les formes très basiques en fait pour avoir des indices visuels, et ça marche super bien. Et le posing, ils en servent dans plein de trucs. Je crois que c'est dans Presto, le court-métrage avec le lapin, où il y a beaucoup de staging qui passe par le posing, justement. Il y a des lignes, c'est ça, en fait. donc j'allais venir en fait, si vous voulez avoir une notion du staging et vraiment comprendre comment ça fonctionne, il faut imaginer un magicien en fait. Un magicien va vous montrer de manière très claire où est-ce qu'il veut en venir, et vous allez tous comprendre ce qui va se passer. Et puis au bout d'un moment, on va perdre le fil, et puis il va faire son tour de magie. Mais c'est toujours, on vous présente très clairement. En fait, le magicien, il est très fort pour ça, c'est te montrer, il attire l'attention d'une main et il fait son tour de l'autre, en fait.
Et en fait, c'est un peu ça aussi l'animation, c'est qu'on attire ton attention quelque part. Il dirige exactement le regard de l'audience là où il veut pendant qu'il fait quelque chose d'autre. Et c'est un peu ce principe-là, en fait, le staging. C'est juste carrément ce principe-là. Ouais, je pense que l'allégorie avec le magicien, c'est un très bon exemple. Ça permet de bien voir. Oui, bravo. Mais en plus, c'est vrai qu'en anime, on va, parce que ça peut être le staging, ça peut être attirer l'attention sur un personnage quand il y a un dialogue, mais ça peut aussi être attirer l'attention sur une partie de juste un seul personnage en fait. Ça peut être attirer l'attention sur sa main, juste sur son visage. Ça peut être attirer l'attention sur ses yeux. Si on veut faire comprendre que le personnage regarde quelque part et que c'est important qu'il a remarqué quelque chose, par exemple, on va lui faire ce qu'on appelle un eye dart. Mais il faut éviter de bouger autre chose en fait. Il faut vraiment que ce soit quasiment faut que le mouvement principal en fait soit ce mouvement des yeux en fait, et que le reste bouge assez peu, juste assez pour que le personnage ait l'air vivant. Et du coup, ça accorde avec un principe, donc là, comme on parlait avant des caméras, ça n'a aucun sens de faire vivre une émotion à un personnage super intense si c'est filmé à 3 km du personnage, parce qu'on connectera pas avec le personnage. Et inversement, si vous faites une scène d'action, ça sert à rien d'être en gros plan parce qu'on va rien comprendre. Maintenant, qui est une erreur qui est faite pas que en animation. Hein, oui, c'est ça. Maintenant, ouais, c'est ça. Mais est-ce que je me trompe si Romain, si je te pose la question de quand tu filmes des scènes d'action, tu vas souvent utiliser des plans plus larges ou des focales plus courtes pour vraiment donner cette impression de grandeur ou d'espace, et quand tu vas faire des plans d'émotion, tu vas peut-être être plus proche avec des close-up et des gros plans, non? Oui, mais c'est encore une fois, ça c'est de la cinématographie. Après, ça dépend ce que tu veux, et puis ça dépend le rythme, ça dépend. Il y a un classique aussi, c'est les scènes sont en fonction du réalisateur aussi. Donc après, tu as des principes de base, forcément. Quand tu fais une scène d'action, par exemple, là, qu'est-ce que tu veux, mais le montage est très important aussi. On va parler de cadrage, de focale, mais le montage est très 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 important, le rythme. Et dans le staging, dans ce que tu fais dans ton plan d'anime, c'est important aussi de tenir compte du montage. Comme tu disais, en fait, il faut pouvoir prendre en compte les plans d'avant et les plans d'après, l'intégralité de la séquence. Les raccords mouvements sur le mouvement de tête que vous avez, les mouvements de bras. Bien sûr. Faut savoir aussi. Il y a tellement de trucs à prendre en compte qu'on pourrait mettre dans le staging l'évolution psychologique des personnages au long du film ou de quel que soit le média sur lequel on est. Il y a l'histoire en fait qui va avec ça. Donc savoir où t'en es dans l'histoire, ça peut être important. Les relations entre les personnages aussi, ça peut influencer le staging en fait. Et tout ça, ça sert à renforcer l'histoire en fait, que tu veux raconter. C'est vrai que là, comme il a beaucoup cité de Pixar tout à l'heure, Robin. Là, je pense que les Pixar, vraiment que ce soit les tout premiers Pixar jusqu'à les Indestructibles 2, voilà, c'est une leçon cinématographique. Tous ceux qui ont envie de savoir, de faire des analyses de ces films-là, c'est vraiment pertinent. Là, c'est intéressant en termes cinématographiques et justement pour l'animation aussi, de savoir tiens pourquoi ils ont mis le personnage ici comme ça. Mais effectivement, là, on prend quand même. Je pense qu'on parle vraiment de deux choses qui sont liées et qui à la fois sont très différents. C'est l'animation d'un côté et la cinématographie de l'autre. Oui, bien sûr. Ouais, l'un va passer. Je prends les Pixar parce que je sais que ça parle au plus de monde possible. Tu vois, tout le monde a dit au moins un Pixar. J'espère. Oui. Typiquement, à la fin de Coco, quand il lui chante la chanson à la grand-mère, c'est vraiment des gros plans, vraiment des gros close-up pour qu'on puisse lire le visage de la grand-mère et le visage du petit-fils. Et en même temps, et à contrario, les combats dans Les Indestructibles, c'est filmé de loin et tout ça pour qu'on comprenne aussi. Et ils sont dans la ville, c'est des mouvements qui sont énormes, il y a un énorme déplacement dans l'espace aussi. Donc on a besoin vraiment de beaucoup plus d'espace. Ça dépend, on a des gros plans quand elle se bat. Mais ça va être plus des gros plans sur des expressions. Et ça va être un gros plan si elle se prend un coup, genre qu'on comprenne qu'elle a eu mal, tu vois, ça va être ce genre de truc. Mais quand on va décrire l'action ou des trucs comme ça va être. Les plans larges, tu vas les avoir pour des déplacements en fait. Ça permet d'establish quoi. Ça fait un establishing shot. Ça permet de voir un peu où on en est. Quand on a eu un peu de l'action frénétique avec un montage très rapide, à un moment, hop, on fait un petit plan large pour resituer là, voilà, les personnages sont là, la scène est comme ça. Ça doit être subtil en fait. Ça doit donner les informations on doit se repérer. Sans avoir l'air de faire de l'exposition, tu sais. Voilà. Regardez, c'est ça. C'est un plan. Tu veux pas casser le rythme non plus. Voilà, exactement. Oui. Et c'était un truc qu'on avait avec, par exemple, sur Final Fantasy Kingslave. C'était ça. Il y avait des scènes d'action où à un moment, les clients validaient, ils étaient très contents. Ils me disaient mais là on est perdu là. Il faut qu'on puisse rajouter un ou deux establishing shots parce que ça va trop vite et on est perdu par rapport à la structure où sont les personnages, parce que ça se passait sur des toits d'immeubles à un moment, une course-poursuite et tout, avec des robots et tout. Est-ce que t'as un temps ou un nombre de plans, genre par exemple dans une séquence d'action comme ça, un temps ou un nombre de plans à partir duquel
l'audience est perdue ou ça dépend vraiment des séquences? Non, ouais, ça dépend vraiment des séquences. Il n'y a pas de règle règle établie par rapport à ça. Non, c'est vraiment... c'est toujours pareil, il y a toujours cette idée de, voilà, tu fais ton montage, c'est rapide, c'est bien cadré. Par exemple, si on parle voilà, d'une scène d'action, en restant là-dedans, c'est bien cadré, ça bouge bien, sympa, des plans intéressants, et on essaie de ne pas perdre l'audience. Chose qui est arrivée, par exemple, sur des plans après, quand c'est trop rapproché, ils ont un peu trop poussé le concept sur des Captain America, je me rappelle, la Civil War, une des course-poursuite où il y a sur la route au début avec Black Panther, il y a 2-3 passages comme ça. Ils ont un montage qui est très très bien, c'est les frères Russo, si je dis pas de bêtises, qui avaient fait le soldat Winter Soldier. Et c'était très très bien, et puis après, dans le 3, ils étaient allés trop loin, et donc, en bout d'un moment, ça devient... on a un peu la nausée. On parlait donc justement, tu disais que tu suivais pas de règles, mais il y a quand même, quand tu commences comme ça, il y a quand même des règles à connaître. Est-ce que tu peux un peu nous parler donc des règles de photo? Parce que c'est ça, en fait, on fait de la photo animée. Voilà, les règles des tiers. Est-ce que tu utilises cette règle déjà? Je pense que oui. Mais est-ce que tu la déroges souvent ou est-ce que tu t'y contrains beaucoup? Non, on va la garder sur des scènes. Restons simples encore, restons sur l'animation, sur l'action, je veux dire. C'est les règles des tiers, bien sûr, toujours. Vraiment, il y a des règles basiques, 3 règles basiques, c'est la règle des tiers déjà. Est-ce que tu peux la définir? Donc, alors la règle des tiers est cousine du nombre d'or aussi, mais on va pas revenir là-dessus. C'est quadriller l'image, voilà, en 3 portions, de haut en bas et de droite à gauche. Et on va tracer des lignes en fait. Et en fait, on va avoir à chaque fois qu'il y a des lignes qui se croisent, ça fait une espèce de point chaud. Mais la règle va se situer par exemple sur le regard des personnages, qui va toujours être premier tiers haut en général. Après, c'est ne pas trop, comment dire, le cadrage, faire attention qu'il y ait toujours un peu d'espace plus ou moins haut, d'espace un petit peu à gauche ou à droite. Mais après, c'est surtout en fonction des autres shots que vous avez. C'est difficile à expliquer comme ça quand on n'a pas d'image. C'est beaucoup plus parlant. On en mettra... on peut trouver des vidéos, intéressantes sur YouTube par rapport à ça d'ailleurs. Hein, c'est assez simple. Mais la règle des tiers, voilà, la règle des 30 et la règle des 180. Ça, c'est la règle des 180, surtout dans les dialogues. Oui, donc ne pas la ligne d'action. Champ contre champ, exactement. Et la règle des 30, c'est une règle qui est moins connue, mais qui est hyper importante. C'est-à-dire que quand vous avez un cadrage, parce qu'en fait vous avez une échelle de plan à chaque fois. Si on part du plus proche au plus loin, donc plus proche, close-up sur un œil et puis on recule comme ça, plan rapproché, tête, plan rapproché épaule, plan rapproché torse, et ainsi de suite, comme ça on recule. Et donc quand vous avez un cadrage sur un personnage, vous avez fait un gros plan tête par exemple, et si vous le cadrez sur un plan après rapproché épaule par exemple, ces deux échelles de plan sont assez proches. Pour casser et pour pas que ça fasse une saute en fait dans l'image, il faut que si vous faites un plan rapproché tête d'abord et un plan rapproché épaule par exemple après, celui rapproché épaule, il faut que l'angle soit supérieur de 30 degrés. Ouais. J'espère que tout le monde me suit. Oui, parce que si vous êtes toujours dans ces 30 degrés, ça fait une saute en fait. Et voilà, il faut pas faire un raccord d'un plan trop proche en termes de valeur dans le même axe. Voilà. Vous pouvez garder le même angle s'il y a au moins un plan après qui sera plus large. Voilà, on voit le personnage dans l'entier, c'est bon, c'est pas un problème. Mais si les plans dans l'échelle de plans sont très proches, il faut que vous cassiez l'angle de 30 degrés. Vous rajoutiez 30 degrés. Pour éviter c'est des choses qui sont assez... Ça s'appelle un raccord dans l'axe, non? Un truc comme ça. Oui. C'est pour éviter ça. C'est juste parce que si les deux plans sont très rapprochés dans l'échelle des plans. Ouais. Ça saute à l'œil en fait. Ça saute à l'œil, là, c'est ça. On mettra un exemple de ce qu'il faut pas faire, je pense. Pour que bien illustrer, parce que c'est vraiment choquant en fait. Après d'autres trucs qu'on fait, que j'ai fait aussi au début, c'est des erreurs, c'est normal, on les fait toutes, qui nous arrivent encore. Hein. En animation, quand tu vas animer un plan, souvent, des fois, il va y avoir des personnages qui vont superposer dans l'espace. Là, c'est important de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tangente entre ces deux personnages. C'est-à-dire, admettons qu'il pointe quelque chose du doigt, si le bout du doigt il tangente par exemple l'épaule
de la personne qui est un peu plus loin dans le plan, ben ça va être un peu étrange. Donc soit on va vraiment à l'extrême, ça veut dire on superpose la main sur le perso qui est plus loin dans le plan, soit on va à l'extrême inverse, ça veut dire on laisse un espace bien défini, bien clair entre les deux personnages. Et pour cette histoire de tourmente, la même chose va s'appliquer avec les bords cadres. Des fois on va pointer quelque chose hors du cadre, on va avoir un coude qui va être vers le bas du cadre, laissé sur un espace, soit le coude sort du cadre, soit il est au-dessus du cadre, mais ne faites pas en sorte qu'il y ait une tangente et que donc il ait l'air posé sur le bord du cadre en fait. Exactement. Et de la même manière, Romain parlait de laisser de l'air. C'est important si un personnage regarde dans une direction ou montre dans une direction, de laisser de l'air dans cette direction-là en fait. De laisser de l'air dans le cadre. Sauf si voilà, par exemple, si on veut mettre quelqu'un arrivé derrière ou si on veut montrer quelque chose derrière le personnage, si on veut faire un effet comique, il y a toujours des exceptions en fait. Faut pas non plus tomber dans un extrême du style je vais bouleverser l'ordre établi et je vais faire ce que je veux. Non, mais à la fois, faut pas non plus se cantonner à. Oui, parce que sinon ça va être chiant C'est ça. Enfin pas chiant mais académique. Après, en reprenant l'exemple que Jean vient de donner avec le mec qui pointe du doigt, donc laisser l'espace devant ou derrière. Si après, par exemple, on le met bord cadre et qu'il pointe quelque chose qui est hors cadre et qui donc il a pas d'air devant lui et qu'un personnage arrive derrière lui, et là je reviens à ce que je disais tout début, ça va plus être lui le héros. Le héros, ça va être la personne qui arrive derrière. Et donc c'est toujours être conscient de qui va être le héros de votre plan pour savoir en fait sur qui vous voulez donner l'attention en fait, à qui vous allez donner l'attention à l'audience, qui va être la star de votre shot à ce moment-là, et ça va être un truc en fait, un plan d'acting quand les gens se parlent et se font un ping-pong de dialogue, ils vont que faire en fait se voler la star, c'est genre d'abord je le regarde lui réagit pas trop, après je le regarde lui et inversement, et ça va être que un ping-pong comme ça jusqu'à on change de plan, on avance dans l'histoire en fait. Ouais, exactement. Et c'est une étape le staging, c'est vraiment un truc qui se fait pendant qu'on prépare son shot, en fait, quand on le planifie. C'est avant même d'animer, il faut se poser ces questions-là. En fait. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit dans l'épisode précédent et tout ça, puis aussi réancrer cette idée en tête, c'est qu'on fait des films d'animation. Du coup, on n'est pas là pour en fait montrer la réalité. Notre travail, c'est de l'amplifier, de l'accentuer et de l'améliorer si possible. Donc en fait, n'hésitez pas à vraiment en rajouter. En fait, il faut comprendre que quand on est dans un film, et c'est les premiers trucs qu'on apprend en écriture de scénario, on n'est pas dans un livre. Donc on n'a aucun accès aux pensées du personnage. On n'a aucun accès à son état mental ou à son état de santé. Donc il faut vraiment que tout soit montré visuellement. Si le personnage vit dans une richesse opulente, eh bien alors allez-y quoi, mettez des couleurs qui brillent, montrez ça à l'image. Et ne vous limitez pas, évitez de vous restreindre. Genre allez-y, montrez les trucs quoi, poussez le truc à fond au maximum. Oui, il vaut mieux y aller trop au début, quitte à en enlever un peu après. Et puis éviter des éléments qui vous allez mettre et qui vont dire ouais c'est cool là, si ça ne sert pas l'histoire, enlevez-le en fait. Parce que nous on est juste là pour faire avancer le personnage et du coup mettre un maximum d'efforts là-dessus en fait pour raconter l'histoire le mieux qu'on peut juste en un coup d'œil en fait. Et votre cerveau il va faire le reste. Votre cerveau inconsciemment va faire ok, ça c'est le décor dans lequel ils sont. Le mec là il est forcément riche. Ou le mec là il est forcément pauvre, ou un truc comme ça. Ouais, ça, on a des codes en fait. Après ça dépend quelle est votre audience. Donc ça, il y a des aspects culturels qui entrent en compte. On va pas avoir les mêmes codes dans des pays occidentaux, nord-américains, dans les pays au Japon par exemple, en Asie, il y a des codes différents. Si vous faites quelque chose en Afrique, il va y avoir des codes différents, etc. En Europe, il y a des codes différents. Même en fonction de différents pays, il y a des codes un peu différents. Donc il faut essayer de les connaître et de connaître son audience. Il faut vraiment être simple en fait. C'est quoi le truc? C'est keep it simple and stupid. Keep it simple and stupid. Donc allez au plus simple. Je connaissais plutôt simple and efficient, mais c'est plus pour l'anime. Oui, c'est pareil, ça marche pour tout. Sur le staging, un dernier truc que je rajouterais, c'est qu'aussi on peut vraiment accentuer des traits. Donc forcément, dans les films de super-héros, il va y avoir beaucoup de contre-plongées pour mettre le personnage sur un piédestal, donc en valeur. Ou sinon, si on prend un exemple comme le Seigneur des Anneaux, Gimli, cet acteur-là, il fait 1m80, donc le faire passer pour un nain pendant 3 films, c'était compliqué. Donc il a souvent des caméras qui sont juste en plongée sur lui. Et ça, inconsciemment, pareil, ça va accentuer son effet de petitesse dans son univers. Et c'est en fait tout ce travail-là en amont qui est fait, qui va permettre d'ancrer les personnages dans leur univers et dans l'histoire. On peut parler d'anticipation. Qu'est-ce que l'anticipation? C'est quand un personnage se prépare pour une action, pour donner à l'audience un indice de ce qui va se passer.
ça rajoute aussi du réalisme à une action. Par exemple, quelqu'un qui va sauter, il va pas partir dans l'air d'un coup. Il faut d'abord qu'il accumule de l'énergie, donc il l'anticipe, il s'abaisse sur lui-même pour vraiment prendre de l'énergie et partir en l'air, parce qu'il faut se battre contre la gravité. Donc il anticipe, c'est une accumulation d'énergie. Je crois qu'une bonne scène qui illustre ça, c'est justement dans les Indestructibles 1, pardon. C'est quand tu as le gars qui se suicide, qui tombe de l'immeuble, et Monsieur Fantastique, là, il prend un élan derrière lui, et il court, et pour aller là. On a étudié d'ailleurs en anime celui-ci aussi. Et en plus, il me semble qu'il y a la caméra qui aide à faire ça. Parce que la caméra est pas statique sur ce plan. Non, mais après c'est vraiment l'anime. On est vraiment focus sur ce qu'il fait. Il prend son élan et recule. C'est vraiment fort. Et tu peux utiliser les caméras. J'ai souvent vu ça où tu as deux choses où tu anticipes un mouvement de caméra avec un personnage, c'est-à-dire que le personnage va bouger et la caméra va le suivre en fait. En général, c'est toujours comme ça, effectivement. Ouais, c'est toujours le personnage qui va amorcer le mouvement de la cam. Voilà, et pas l'inverse, parce que sinon ça fait préparer. Ça fait bizarre. Oui. C'est bizarre. Voilà, ouais. Encore une fois, c'est une règle, mais il y a des exceptions. On peut avoir un effet comique de la caméra qui bouge et des personnages qui se remet dans le cadre. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça. C'est s'il y a un effet comique. Mais après, on fait effectivement beaucoup de ces règles. C'est intéressant parce que tu peux en parler en théorie, mais après, c'est en pratique. Et t'as toujours des exemples de ah oui, mais dans ce film, ils font pas comme ça et ça marche bien. Mais ça dessert le propos. Encore une fois, c'est toujours dans quel but tu vas déroger à la règle, dans quel but c'est toujours je veux que mon audience elle comprenne ça ou que ça fasse un effet comique ou ce genre de truc. Après, je vais faire un peu un listing d'actions un peu simple. Je dirais des anticipations. Donc, il y en a pour un saut. Tout le monde va prendre son anticipation avant de sauter. Quand tu vas donner un coup de poing, t'accumules de l'énergie avec ton corps pour lancer ton bras et avoir le plus d'énergie et que ça fasse le plus mal possible. Un truc que tout le monde a en tête, les Tex Avery. Les cartoons de Tex Avery. Quand ils commencent à courir, quand ils commencent à anticiper des choses, c'est une base d'animation, c'est clair, mais juste ça va permettre en fait de faire comprendre exactement, encore une fois, juste de la lecture, genre il anticipe qu'il va courir. Voilà, les anticipations en cartoon, elles sont souvent très exagérées en fait. Et on en revient aussi à la magie, aux magiciens qui vont nous montrer quelque chose, qui vont anticiper d'aller chercher quelque chose dans leur chapeau. Et qui vont le sortir, mais donc juste de monter la main très haut et descendre. Les anticipations, c'est vraiment du staging parce que si vous faites un grand mouvement de bras, vous allez anticiper avec la main par exemple dans l'autre sens, faire une espèce d'arc avec la main dans l'autre sens, pour attirer l'attention sur cette main et faire attention, c'est là que ça va bouger et hop. Parce que si c'est un mouvement rapide, on a besoin d'abord d'attirer l'attention et hop, là on va la main par exemple. Il y a des anticipations dans les acting. Un personnage qui va parler, alors là c'est plus des questions d'acting et de situations assez particulières, mais un personnage qui va parler, qui va prendre la parole pour dire quelque chose de difficile, par exemple, va prendre une grande inspiration. Ça peut être une anticipation. Ça, il y en a un super dans les Indestructibles 2 encore, quand il parle à sa fille, qui lui explique qu'il essaye de vouloir s'en sortir et il fait une respiration par le nez, tu vois, c'est vraiment lourd de lui annoncer tout ça. Les blinks, les clignements d'œil. Voilà. Mais en fait, c'est là que je voulais aussi venir là-dessus, c'est que là, on vous a parlé des anticipations physiques, énormes, des gros trucs. Vous, dans la vie de tous les jours, vous faites des anticipations pour absolument tout, mais elles sont plus contrôlées, plus naturelles, et c'est des trucs beaucoup plus, je dirais, petits. Dès que, tout simplement, vous allez changer de jambe pour vous appuyer, votre corps va d'abord se balancer sur la jambe sur laquelle elle est avant d'aller se mettre sur l'autre jambe. C'est très léger, c'est très petit, et en animation, c'est une anticipation pour accumuler de l'énergie, pour envoyer son corps, parce qu'il faut le déplacer sur l'autre jambe, ce genre de truc. Il faut le déplacer, il faut mettre son poids sur la jambe d'appui pour pouvoir lever l'autre jambe, enlever le poids de l'autre jambe, la lever, la mettre ailleurs, et remettre le poids ailleurs. Ou même pas la lever, mais... Dans les actings, t'en parlais juste avant, une anticipation va être, ou même juste un head turn, encore une fois, on va reprendre l'exemple de la tête qui tourne, quelqu'un qui parle, puis on lui parle, ça vient de la gauche, mais on va peut-être d'abord faire un dart, donc comme on disait un head dart, donc un mouvement des yeux sur le côté, qui va anticiper le fait qu'il va tourner la tête. Et donc en fait on va commencer le mouvement par les yeux qui tournent et ça va être une anticipation. Il y a plein de sortes et d'anticipation en fait, c'est toujours différent et ça va toujours être plus ou moins subtil en fonction de ce qu'on a besoin. Et on parlait du slow in et slow out, et les slow in et slow out peuvent servir d'anticipation par exemple, mais ça peut servir d'anticipation pour le mouvement d'après en fait. Il peut y avoir deux mouvements qui s'enchaînent et vous vous dites merde, comment je vais anticiper le deuxième mouvement en fait, parce qu'ils s'enchaînent rapidement. Justement la fin du premier mouvement peut servir d'anticipation au deuxième mouvement.
Et il y a, là, on vous a parlé d'anticipation simple, et il y a des anticipations doubles, voire triples. Si vous prenez un joueur de baseball, il va d'abord se recroqueviller sur lui-même, puis s'étendre en arrière pour enfin lancer la balle. Donc ça veut dire qu'il y a une double anticipation. D'abord, il accumule de l'énergie vers le bas, puis en arrière, et après, il donne tout pour envoyer la balle le plus vite possible. Donc il y a plein de sortes d'anticipations, des doubles, des triples, des simples, des plus... Et en sport, on en voit beaucoup les sauteurs en longueur ou en triple saut aussi qui font des anticipations. Soit à la perche. Ils font des petits sauts avant, pourquoi ? C'est pour accumuler de l'énergie et de la vitesse et de la détente en fait aussi. Psychologiquement aussi. Il y a une préparation. C'est con, mais c'est une anticipation psychologique aussi. C'est ça, ouais. En rugby aussi, quand un joueur va faire un coup de pied arrêté, il y a une énorme... C'est super intéressant à voir, c'est drôle à voir, et chaque joueur a son anticipation à lui. Faire ses petits pas en arrière pour se préparer, bah ça c'est une forme d'anticipation. Et ça, par exemple, si on le faisait en animation, on l'exagérerait en fait pour avoir un effet comique, par exemple. C'est assez simple, c'est assez évident. Voilà, ça c'est un principe, je dirais, c'est simple, n'importe qui c'est peut naturel, comprendre. Ouais. C'est un truc qu'on comprend vite, mais il faut pas l'oublier non plus. Et on a voulu mettre en fait ces deux principes-là ensemble parce que ils communiquent entre eux, ils sont concomitants. Donc l'anticipation permet de raconter l'histoire, donc permet de nous dire si le perso se met dans telle position, il va commencer à courir. Juste avec 2 pauses, on comprend que le perso va vouloir courir, et donc c'est du staging. Et c'est là que je vous disais, ça commence à vraiment tout mélanger, l'anticipation, le timing, le spacing, la caméra, la façon dont tout est mis en place, et comment tout commence à tout s'entremêler. Jean vous le disait dans l'épisode d'avant, au bout d'un moment, les 12 principes, tout est mélangé, vous savez plus qui est quoi, à quoi ça ressemble, parce que ça veut dire que vous commencez à les intégrer, et du coup, c'est bon signe, parce que vous commencez à devenir un meilleur animateur. Et... C'est là où il faut recommencer à se reposer les bonnes questions. Voilà, c'est ça. Bah écoutez, si c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Ben voilà. Merci Romain d'être venu et de nous avoir accordé du temps. Et je vous en prie, de rien. Mon et plaisir. nous, on se dit au prochain épisode où on parlera de 2 autres principes. On sait pas encore lesquels, ce sera la surprise. Bon déconfinement et puis regardez des films d'animation. Bye. Bye.